Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien heureux de vous retrouver dans ce journal soir dont voici le sommet. 1er juin 2016, c'est la journée de l'arbre. Le thème de cette année, plantons des arbres et entretenons beaucoup d'arbres aujourd'hui pour mieux vivre demain. Vous aurez dans ce journal l'historique de cette journée, la revue de presse dans ce journal pour faire le point de l'actualité nationale. Et pour finir, vous aurez les difficultés des commerces en cette période de pluie à Cotonou. À nouveau, bonsoir. Le Bénin célèbre aujourd'hui, 1er jour du mois de juin, la journée nationale de l'arbre. Le thème retenu cette année s'intitule « Plantons et entretenons beaucoup d'arbres aujourd'hui pour mieux vivre demain ». Sylvie Kounapo. Le Bénin a célébré ce 1er juin la 32e édition de la Journée nationale de l'arbre. Plantons et entretenons beaucoup d'arbres aujourd'hui pour mieux vivre demain. C'est le thème retenu cette année. Le ministère de l'Environnement a marqué l'événement sur le site du marché rural de Bois-Akbaou, où plusieurs centaines de pieds d'arbres ont été mis en terre. La journée de ce 1er juin a été également marquée par le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement 2016-2017. Le 12 juin prochain, le chef de l'État va procéder au lancement du projet dénommé 9 millions d'arbres, 9 millions d'arbres. La journée nationale de l'arbre, instituée le 1er juin 1985 par le général Mathieu Kérékou, est devenue une obligation pour tous les régimes dans un contexte de changement climatique. C'est l'occasion pour le pouvoir public de sensibiliser les populations en les invitant à planter un arbre afin de limiter les effets de la désertification. Un tour dans la ville de Cotonou à la veille de cette journée de l'arbre pour constater l'évolution des arbres plantés dans le cadre du projet 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres. Les Béninois ne sont pas satisfaits du bilan actuel de ce projet. Le Bénin compte jouer un rôle d'ambassadeur dans le cadre du respect des accords de Kyoto sur le réchauffement climatique. Et pour y parvenir, le gouvernement du docteur Thomas Boniaï a initié en 2013 un projet de reboisement. Au moins un arbre pour un Béninois, c'est l'objectif visé par le gouvernement à travers le projet 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres. 3 ans après le lancement de ce projet, rien ne se fait constater dans la ville de Cotonou, mis à part quelques plantes qui peinent à pousser du sol. Un projet qui est pourtant apprécié par les acteurs climatiques de la COP21 tenue à Paris. Les citoyens béninois estiment, eux, que les politiques doivent se démarquer de ce projet et laisser les spécialistes de l'environnement sur ce projet. Une chose est de mettre en terre des plantes, une chose est de suivre l'évolution de ces plants-là. C'est si bien que le projet tel que l'allure que ça a pris, je pense que la politique s'en est saisie et ça fait que ça n'a rien donné. Donc moi je crois que rien n'est encore tard. Le projet peut être repris et repensé et laisser ça à la main des forestiers, des techniciens avec bien sûr la communauté à la base. Nous en avons entendu parler à grand renfort de publicité pendant la période électorale, pendant la pré-campagne, au cours de la campagne et lors des élections législatives. Mais nous ne sentons pas encore les réalisations de ce projet. Nous ne savons pas si le projet est déjà à la phase opérationnelle ou pas. Parce que, il faut l'avouer, c'est un bon projet du fait du changement climatique et des ODD. Le projet 10 millions d'arbres, 10 millions d'arbres peut toutefois refaire vie à l'aide du gouvernement de Patrice Talon, si ses objectifs cadrent bien avec les réformes de la rupture. Mais à l'étape actuelle, quel bilan pouvons-nous retenir de ce projet qui a tant fait de tapage de par le monde? Les réflexions sur la journée de l'arbre devraient porter sur la renaissance du dit projet. Les députés maintiennent leur garde du corps à l'Assemblée nationale. Oswald Omeki obtient un protocole d'accord des protagonistes de la crise au sein de la Fédération béninoise de football. Entre autres informations à découvrir dans cette revue de presse signée Leandro Kodo. La STTB, acteur de la dégradation de nos routes, et le gouvernement
doivent faire la lumière sur comment la SCTB a obtenu son agrément et comment le cahier de charge a été signé, renseigne la manchette du journal Coup d'œil. Une information démentie par InfoPlus en bandeau. Tous les travailleurs de la société sont déclarés à la CNSS et perçoivent régulièrement leur salaire. À l'Assemblée nationale, le quotidien d'information La Boussole rappelle que l'affaire du député AND déchu en plénière demain et s'interroge après l'épreuve de l'application des tests par les parlementaires sur la fin du député Yampabou. Le coopérant déduit que l'application des tests ne lui étant pas favorable, Jacques Yampabou espère le miracle demain. Toujours à l'hémicycle, le même quotidien affiche au rez-de-chaussée que les députés maintiennent leur garde du corps. L'affiche du jour, à son tour, prétend que Rumbedi fait plier Sakalafia et candidat Zanaï. Encore des nominations de remerciements, se demande le journal Le Clairon qui fait remarquer qu'alors que le chef de l'État a refusé les copinages en matière de nomination, il est facile de constater que seuls les chantres du nouveau départ sont promus. Poursuivons dans le dossier des nominations. Gaston Zossou, nommé DG l'autorité nationale du Bénin pour sa fidélité au chef de l'État, annonce le quotidien du jour. À la direction générale de la police nationale, le nouveau DGPN Idrissou Moukaïla dit niet à Sakalafia selon le journal Le Pays Émergent, en effet nommé sur proposition du ministre de l'Intérieur mercredi dernier. Le contrôleur général de police en mission onusienne ne serait pas prêt à rentrer pour prendre service. En désaccord avec sa nouvelle nomination, l'Audace Info allègue qu'Huguette Amoussou règne et ruine le port autonome de Cotonou. Le même quotidien justifie que c'est sous cette dame que le port a connu des tourments juridiques qui manipulent les détracteurs de l'ONASA, questionne le quotidien Le Routier. Après les allégations mensongères relatives au riz japonais et aux produits du PAM, la direction générale apporte des clarifications convaincantes, reprend le coopérant. En écologie, le potentiel évoque dans sa parution de ce jour la 31e édition de Pour un cadre de vie vert dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre au Bénin. La première note sportive de cette revue provient de Matin Libre. Médiation pour la levée de suspension du Bénin par la FIFA. Omeki obtient un protocole d'accord des protagonistes. Notre voix interprète la signature du protocole d'accord pour sortir la Fédération béninoise de football de l'impasse comme une mise en scène des protagonistes pour distraire le peuple. En cette saison de pluie à Cotonou, l'eau reste stagnée devant les boutiques avec de corps dans le 13e arrondissement de Cotonou. Les populations vivent le calvaire. Les commerçants et artisans connaissent de nombreuses difficultés à vendre leurs produits. Suivez ce reportage réalisé à cet effet par Boris Vianney Wagbanga et Zulaika Akpata. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on. Mais ici, au carrefour Verdocor, après la pluie, c'est la stagnation d'eau devant les boutiques. Le calvaire des propriétaires de boutiques et ateliers n'est plus à cacher. La devanture de nos boutiques sont inondées dès qu'une petite pluie tombe. Ne pouvant pas rester dans l'eau, nous sommes obligés de rester chez nous sans revenu journalier. Le client aussi nous évite à cause des marteaux. Je reste à la maison lorsque la devanture est remplie d'eau. Mon travail est un boulot de propreté et me voilà dans la saleté, ce qui fait que j'ai perdu toutes mes clientes. Les raisons qui expliquent la stagnation devant ces boutiques sont multiples. La stagnation d'eau ici devant les boutiques sont dues à la construction de la station Pétrolum et aussi au non-curage des caniveaux qui sont bouchés, et ceci depuis 2 ans. Aussi, les différents appels au secours des victimes à l'endroit de la mairie de Cotonou sont restés vains. Toutefois, les propriétaires des boutiques souhaiteraient vivement qu'une action soit menée en leur faveur. Hissène Habré, ancien président tchadien, est condamné à la prison à vie le 30 mai dernier. Président de la République de Tchad de 1982 à 1990, Esaïe TV vous propose un récit sur cet homme condamné. L'ex-président tchadien fait la une des journaux depuis sa condamnation à perpétuité. Il est accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, d'actes de torture et de viol. Né le 13 août 1942 et tchadien de nationalité, Hissène Habré est d'appartenance Peul du peuple des Goran.
Ayant grandi dans le désert du Djourab, au milieu des bergers nomades, il devient sous-préfet grâce à ses instituteurs. En 1963, Abré a étudié en France à l'Institut des hautes études d'outre-mer. Il a aussi fait des études en droit et a fréquenté l'Institut d'études politiques. Après ses études, il repart au Tchad en 1972, rejoint le Front de libération nationale du Tchad et fonde les Forces armées nationales du Tchad. Entre 1974 et 1977, il a été responsable de la détention de plusieurs ressortissants européens et commandité l'exécution sommaire du commandant Galopin envoyé par le gouvernement français pour négocier leur libération. En août 1978, il est nommé Premier ministre par le président de la République, le général Félix Maloum. Hissène Habré est fondateur du Conseil de commandement des Forces armées du Nord, devenu Forces armées du Nord. Du poste de chef des Forces armées du Nord, il devient président du Tchad après avoir renversé Goukouni Ouédéi le 7 juin 1982. Il partage son quotidien entre ses deux résidences en compagnie de sa première épouse, ancienne journaliste à la télévision tchadienne. Restons à l'extérieur pour finir ce journal avec les informations d'outre-mer relayées ici par Milka Laourou. Commençons ce tour de l'actualité hors du Bénin par le Burkina Faso où 3 policiers ont trouvé la mort dans une attaque dans la nuit de mardi à mercredi. Des hommes armés ont ouvert le feu sur un poste de police situé à 4 km de la frontière malienne. Au Mali, c'est une double attaque qui a visé cette nuit la présence internationale dans le nord du pays à Gao. C'est notamment la MINUSMA qui était la cible de cette action. Au moins un casque bleu de nationalité chinoise a perdu la vie, ainsi qu'un expatrié et 2 Maliens. Une attaque au camion piégé apparemment et qui n'a pas été revendiquée, même si les soupçons se portent sur la mouvance Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce dimanche, 5 casques bleus avaient déjà été tués dans le centre du pays. Au deuxième jour de son procès qui se tient en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo prend la parole. Ce mercredi 1er juin, elle a démonté point par point les chefs d'accusation. L'ex-première dame est poursuivie pour crimes contre l'humanité, entre autres, pendant la crise post-électorale de 2010-2011. En RDC, l'ONU annonce un code de conduite interne. Le système des Nations Unies, MONUSCO incluse, annonce ce mercredi la mise en place d'un code de conduite interne relatif au contrat signé par la mission onusienne et les 22 agences avec toutes les entités civiles, fournisseurs, loueurs de maisons, vendeurs de voitures et autres. Ce code de conduite vise à prévenir la signature de tout contrat avec des individus ou entreprises qui pourraient jouer un rôle dans les violations des droits de l'homme, trafic et autres activités de nature à engendrer de la violence dans le pays. Finissons ce tour de l'actualité à l'international en Guinée-Bissau où la crise politique ne s'arrange pas et la situation reste incongrue avec des ministres démis qui refusent de céder leur bureau à leurs successeurs. Après 6 jours de retranchement, la détermination des anciens membres du gouvernement semble intacte et ils ont obtenu un soutien de taille avec celui des vétérans de la guerre d'indépendance. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com pour vous informer.